Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez dans le chat? Dites-moi. Me recevez-vous? Allô, allô? Oui, vous m'entendez, incroyable. Ok, et bah bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce troisième épisode du Capital. Et je vous rappelle le fonctionnement de nos séances. D'abord, une petite lecture avec éventuellement quelques commentaires de ma part, suivi d'un échange sur le serveur vocal Discord, auquel je vous invite à participer, à poser toutes vos questions. Et je me permets d'emblée de signaler que le passage auquel on s'attaque maintenant est très dur. La manière dont on va le traiter sera, je pense, sujette à des évolutions. De mon côté, je n'ai eu le temps de préparer de manière plus ou moins satisfaisante qu'une très petite fraction du chapitre. Ce qui veut dire qu'on va avancer vraiment à pas de bébé et que je vous invite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à participer, à poser vos questions. Et pour moi, l'idée, ça va être de noter en fait toutes les incompréhensions, toutes les questions, toutes les remarques qui pourront émerger pendant la séance pour utiliser ça comme base de travail. Et comme on va le voir, le passage auquel on s'attaque, il a un but bien précis, qui est dans sa forme générale le même but que tout le reste du capital, hein, c'est de démystifier l'économie capitaliste. Là, en l'occurrence, il s'agit de démystifier une chose, et pas des moindres, qui est la monnaie. La monnaie, la forme argent. Et on va arriver après ça au caractère fétiche de la marchandise, qui est un passage assez célèbre et assez décisif dans le Capital. Donc, on va aller très doucement, on va faire des pauses. J'espère que vous allez dire plein de trucs, poser plein de questions, et que mes quelques explications sauront vous être utiles. Donc, chapitre 1, section 3, forme de la valeur. Mais d'abord, un petit retour sur les 2 derniers épisodes. Vous vous souvenez que dans le premier épisode, on a dit qu'il y a échange de marchandises parce qu'il y a quelque chose qui fait que ces marchandises peuvent être échangées. Il y a échange parce que les marchandises existent comme équivalents. Une marchandise vaut une autre, parce qu'on ne peut échanger que des choses qui se valent entre elles. De là, on était venu à se poser la question, qu'est-ce qui fait que ces deux marchandises, par exemple la miche de pain et le lingot de fer, sont des équivalents? Qu'est-ce qu'elles ont de commun? Ce n'est certainement pas le fait d'être composé de farine, puisque ce n'est pas le cas du lingot de fer, etc., etc. Donc on élimine toutes les propriétés sensibles, physiques, concrètes du corps de ces marchandises, pour ne garder que leur âme marchande. Et on est arrivé à la notion de valeur d'échange, ce qui fait que deux marchandises peuvent être considérées comme équivalentes. Donc on se demande sous quel rapport de marchandises peuvent-elles être de même valeur. Nous faisons abstraction de leurs propriétés sensibles. Nous arrivons à la valeur d'échange, c'est-à-dire que nous reconnaissons que ces deux marchandises ont en commun d'être des produits du travail social. Travail social en général donc. Et non pas un travail concret particulier, puisque le travail qui consiste à extraire des lingots de fer de la terre n'est pas le même que celui qui consiste à fabriquer des miches de pain. Nous avons donc valeur d'usage d'une part, c'est-à-dire la marchandise en tant qu'objet d'utilité, en tant que chose qui satisfait des besoins humains. Valeur d'échange d'autre part, la marchandise en tant que produit d'un travail social abstrait, général. Et donc nous avons également vu que le travail, l'activité productive humaine, et comme le dieu Janus, a deux visages, elle est scindée
entre travail abstrait et travail concret. Bien évidemment, dans la pratique, il n'y a qu'un seul travail, mais ce travail-là a deux faces, et deux faces qui peuvent même être opposées, ou du moins décorrélées. Au passage, nous avions vu quelques autres notions plutôt indispensables. La notion de division, en particulier division sociale du travail, notion de travail simple et travail complexe, sur lesquels nous pourrons revenir pendant les échanges sur Discord, puisque ce sera sans doute nécessaire pour apporter des précisions. La notion de force productive du travail également, donc l'idée de rendement, hein, la quantité de marchandises en tant que valeur d'usage qu'on peut produire avec tant et tant de moyens. Et donc, outre ces quelques notions qui ont été utiles au développement dans le deuxième épisode, nous avons vu une première illustration de l'opposition du travail à lui-même. Donc en passant par l'idée de force productive du travail, c'est-à-dire ce que l'activité productive humaine, par exemple là, 1 heure de temps de travail, plus précisément 1 heure de minage avec une pioche en bois produit 1 lingot de fer, et dans la ligne qui est en dessous, on voit que 1 heure de minage avec une pioche en diamant produit 5 lingots de fer. Il y a donc une différence dans la force productive du travail entre le premier cas et le second. Dans le second cas, grâce à la pioche en diamant, le travail est bien plus productif, il a un rendement plus élevé, il produit plus de valeur d'usage. Mais nous avons vu que, puisque la valeur d'échange, cette fois-ci, ça reste le temps de travail socialement nécessaire, qui est mesuré par la quantité de temps de travail, qu'on soit sur 1 heure de minage efficace ou 1 heure de minage moins efficace, selon la force productive du travail, ça reste 1 heure. Et donc ça reste la même quantité ça reste le même travail abstrait, et donc la même quantité de valeur d'échange. Ce qui veut dire que pour une force productive du travail différente, la même valeur d'échange va s'incarner dans une quantité plus ou moins grande de richesse matérielle. Si bien que dans le premier cas, 1 heure de travail ne produit qu'un lingot, donc un lingot vaut 1 heure de valeur d'échange, si on veut. Dans le second, 1 heure de travail produit 5 lingots, donc un lingot vaut 1/5 d'heure. Et on avait évoqué la question de la réalisation de la valeur, c'est-à-dire de la vente, enfin, la réalisation de la valeur d'échange, je précise. Donc oui, de la vente, puisque si on a, mettons, je sais pas, à une étape A, on n'a que des pioches en bois, et donc en 1 heure, on ne produit qu'un lingot. À l'étape B, avec des pioches en diamant, en 1 heure, on va produire 5 lingots, ce qui veut dire que pour un même temps de travail, avec une force productive plus élevée, on va avoir une quantité plus considérable de richesse matérielle et donc une quantité plus importante de marchandises qu'on va devoir vendre, mais pour réaliser la même quantité de valeur d'échange qu'auparavant. Ce qui nous fait déjà largement sortir du périmètre du livre 1 du Capital, puisque le livre 1 du Capital ne se préoccupe pas encore de la circulation des marchandises, de la réalisation de la valeur, de la vente, ne se préoccupe que de la production. Mais ça montre déjà que, ça nous laisse imaginer qu'on va tomber dans des problèmes qu'il va falloir la faire circuler, et la faire circuler dans des proportions et un rythme toujours plus grand, cette valeur. Mais passons, tout cela était sans doute très elliptique, si vous avez des questions, on y reviendra. En tout cas, c'était le résumé des 2 épisodes précédents. Et sans plus attendre, je passe à la lecture. Les marchandises viennent au monde sous la forme de valeurs d'usage ou de matières marchandes, telles que fer, toile, laine, etc. C'est là tout bonnement leur forme naturelle. Cependant, elles ne sont marchandises que parce qu'elles sont 2 choses à la fois, objet d'utilité et porte-valeur.
Elles ne peuvent donc entrer dans la circulation qu'autant qu'elles se présentent sous une double forme, leur forme de nature et leur forme de valeur. La réalité que possède la valeur de la marchandise diffère en ceci de l'ami de Falstaff, la veuve l'éveillée, qu'on ne sait où la prendre. Par un contraste des plus criants avec la grossièreté du corps de la marchandise, il n'est pas un atome de matière qui pénètre dans sa valeur. On peut donc tourner et retourner à volonté une marchandise prise à part. En tant qu'objet de valeur, elle reste insaisissable. Si l'on se souvient cependant que les valeurs des marchandises n'ont qu'une réalité purement sociale, qu'elles ne l'acquièrent qu'en tant qu'elles sont des expressions de la même unité sociale, du travail humain, il devient évident que cette réalité sociale ne peut se manifester aussi que dans les transactions sociales, dans les rapports des marchandises les unes avec les autres. En fait, nous sommes partis de la valeur d'échange, ou du rapport d'échange des marchandises, pour trouver les traces de leur valeur qui y est cachée. Il nous faut maintenant revenir à cette forme sous laquelle la valeur nous est d'abord apparue. Chacun sait, lors même qu'il ne sait rien autre chose, que les marchandises possèdent une forme valeur particulière qui contraste de la manière la plus éclatante avec leurs formes naturelles diverses, la forme monnaie. Il s'agit maintenant de faire ce que l'économie bourgeoise n'a jamais essayé. Il s'agit de fournir la genèse de la forme monnaie, c'est-à-dire de développer l'expression de la valeur contenue dans le rapport de valeur des marchandises, depuis son ébauche la plus simple et la moins apparente, jusqu'à cette forme monnaie qui saute aux yeux de tout le monde. En même temps, sera résolue et disparaîtra l'énigme de la monnaie. Petite pause, très vite. Qu'est-ce qui fait ici le bon vieux Marx ? Il nous annonce un plan, un objectif tout à fait conforme à sa méthode dont je parlais au début, qui est de dissiper l'énigme de la monnaie. Si vous vous souvenez, en introduction du premier épisode, je vous avais parlé d'une vidéo de Alain Beer qui présentait un guide de lecture du Capital et qui disait notamment il faut faire attention à la méthode de Marx, qui est une méthode qui va de l'ésotérique vers l'exotérique. C'est-à-dire qui part de ce qui nous apparaît comme mystifié, comme, on va dire, comme quasi religieux, irrationnel, et qui se donne pour mission de nous le révéler dans une forme claire, scientifiquement compréhensible, rationnelle. Et Marx nous dit qu'il en est ainsi de la monnaie. Alors, pour arriver jusque-là, donc on est passé par la substance de la valeur, le travail social en général, blablabla. On est passé par la grandeur de cette substance, la mesure du temps de travail. Et on va revenir à ce qui était notre point de départ, c'est-à-dire la forme. Forme, substance, grandeur, contenu, essence, rapport, détermination. Toutes ces notions sont des notions philosophiques qui nous obligent à faire au moins un petit clin d'œil à l'inspiration philosophique de Marx, j'ai nommé Hegel. Et attention, la petite phrase qui s'aborde un petit peu tout ce qu'on est en train de faire. Lénine, qui était quand même censé plus ou moins comprendre le machin, il nous dit « On ne peut complètement comprendre le Capital de Marx, et en particulier son premier chapitre, sans avoir étudié à fond et compris toute la logique de Hegel. » Donc, pas un marxiste n'a compris Marx un demi-siècle après lui. Alors c'est dans les cahiers sur la dialectique de Hegel, c'est un bouquin que vous pourrez trouver en ligne. Excusez-moi. Donc Lénine écrit ça fin 19e, début 20e. À une époque où quand même le marxisme est en période d'ascension, où il y a déjà des grands experts du marxisme. Et Lénine nous dit non, ces mecs-là n'ont rien pigé, il faut se taper tout Hegel. On ne va pas se taper tout Hegel avant de lire le Capital, d'accord ?
Simplement, je vais essayer d'apporter quelques notions de dialectique, puisque c'est le nom du fondement du fond de la pensée de Hegel, tel que Marx la réemploie, pour essayer de rendre ça un peu plus compréhensible. Donc je disais que nous sommes passés de la forme à la substance de la valeur et que nous revenons à la forme. Je vais essayer d'expliquer. Bon, j'ai demandé à l'IA de me donner une définition. Donc je vais vous lire la définition que l'IA m'a donnée de ces notions de forme et de substance chez Hegel. C'est l'IA qui me les a données, ce qui veut dire que c'est probablement faux, non, c'est certainement incomplet, mais voilà, pour ceux qui auraient vraiment du mal à se situer avec ces notions-là, ce qui était mon cas, hein, et ben ça peut aider. Donc, substance, Substanz, chez Hegel, la substance désigne l'essence ou le fondement immuable qui se manifeste à travers des formes changeantes. Elle est ce qui persiste derrière les apparences. Et la forme, ou forme, chez Hegel, la forme est la manière dont la substance se manifeste concrètement, elle est l'expression extérieure de l'essence intérieure. Donc la forme, c'est ce qui nous apparaît, c'est-à-dire l'acte d'échange lui-même, ce qu'on observe concrètement. Concrètement, dans la vie de tous les jours, on observe des échanges en permanence sur le marché. C'est donc il y a un fond, il y a une substance qui remonte à la surface pour prendre une forme déterminée. Et ce qu'on a vu, c'est que la substance, c'est-à-dire ce qu'il y a d'immuable et de propre aux marchandises et qui se manifeste dans cette forme, c'est la valeur. Et maintenant, on retourne à la forme. Pourquoi on retourne à la forme après en être parti? Et ben ça, c'est une vraie question de dialectique, et j'espère qu'on pourra l'élucider plus tard. J'espère que c'est à peu près clair avant que je recommence la lecture. C'est très clair, merveilleux, personne ne dit rien. En général, les marchandises n'ont pas d'autre rapport entre elles qu'un rapport de valeur. Et le rapport de valeur le plus simple est évidemment celui d'une marchandise avec une marchandise d'espèce différente, n'importe laquelle. Le rapport de valeur ou d'échange de deux marchandises fournit donc pour une marchandise l'expression de valeur la plus simple. A. Forme simple ou accidentelle de la valeur. Sous-titre X marchandise A égale Y marchandise B ou X marchandise A vaut Y marchandise B, entre parenthèses, 20 mètres de toile égale un habit ou 20 mètres de toile ont la valeur d'un habit. Petit 1, les deux pôles de l'expression de la valeur, sa forme relative et sa forme équivalent. Le mystère de toute forme de valeur gît dans cette forme simple. Aussi, c'est dans son analyse que se trouve la difficulté. Deux marchandises différentes, A et B, et dans l'exemple que nous avons choisi, la toile et l'habit, jouent ici évidemment deux rôles distincts. La toile exprime sa valeur dans l'habit, et celui-ci sert de matière à cette expression. La première marchandise joue un rôle actif, la seconde un rôle passif. La valeur de la première est exposée comme valeur relative, la seconde marchandise fonctionne comme équivalent. La forme relative et la forme équivalent sont deux aspects corrélatifs, inséparables, mais en même temps des extrêmes opposés, exclusifs l'un de l'autre, c'est-à-dire des pôles de la même expression de la valeur. Ils se distribuent toujours entre les diverses marchandises que cette expression met en rapport. Cette équation, 20 mètres de toile égale 20 mètres de toile, exprime seulement que 20 mètres de toile ne sont pas autre chose que 20 mètres de toile, c'est-à-dire ne sont qu'une certaine somme de valeurs d'usage. La valeur de la toile ne peut donc être exprimée que dans une autre marchandise, c'est-à-dire relativement. Cela suppose que cette autre marchandise se trouve en face d'elle sous forme d'équivalent. D'un autre côté, la marchandise qui figure comme équivalent ne peut se trouver à la fois sous forme de valeur relative. Elle n'exprime pas sa valeur, mais fournit simplement la matière pour l'expression de la valeur de la première marchandise. L'expression 20 mètres de toile égale un habit ou 20 mètres de toile valent un habit renferme, il est vrai, la réciproque.
un habit égale 20 mètres de toile, ou un habit vaut 20 mètres de toile. Mais il me faut alors renverser l'équation pour exprimer relativement la valeur de l'habit, et dès que je le fais, la toile devient équivalent à sa place. Une même marchandise ne peut donc revêtir simultanément ces deux formes dans la même expression de la valeur. Ces deux formes s'excluent polairement. Petite pause. Marx nous dit que dans l'équation, moi je vais changer les exemples parce qu'il n'y a pas de toile et d'habits dans Minecraft, mais donc dans l'équation 1 lingot de fer égale 10 miches de pain, nous avons un pôle de valeur relative et un pôle d'équivalent. L'un étant actif, l'autre étant passif. Moi, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai été très perturbé par le fait que, comme le dit Marx, une équation est réversible. Je veux dire, si l'une est égale à l'autre, a priori, on peut les permuter sans que ça change rien à l'histoire. Et puis je me suis souvenu d'un truc. Quand on commence à faire des maths à l'école, plus précisément, quand on commence à vous faire des équations, on vous dit x, c'est un nombre. Et c'est un vrai problème quand on est gamin. X, c'est un nombre. Bon, on est obligé de l'accepter. Hein, voilà. X désigne un nombre. Donc l'équation 1 lingot de fer égale 10 miches de pain a un sens. Je vais revenir à mon exemple scolaire. J'avais oublié qu'il y avait cette diapo, pardon. L'équation 1 lingot de fer égale 10 miches de pain a un sens. Et je joue volontairement sur la polysémie du mot sens. Un sens, ça veut dire à la fois qu'il y a une direction, qu'il y a un mouvement d'un point A vers un point B. Ça veut aussi dire qu'il y a une signification. Ça veut dire qu'il y a un sujet, il y a quelqu'un, en fait, derrière ce mouvement qui semble ne mettre en rapport que des choses. Il y a pas juste un quelque chose, il y a un quelqu'un. Et ça, on va y venir plus tard, mais ça joue un rôle important dans l'entreprise de démystification que veut faire Marx. Donc comme je le disais, si on pose x égale 3 quand on est en cours en collège par exemple, cette équation a un sens parce qu'on a une inconnue qui fait sens parce qu'elle répond à la question. Enfin, l'équation telle qu'elle est formulée répond à la question combien vaut x. Combien vaut x? X égale 3. On suppose que cette forme-là de l'équation est un résultat. Hein. Avant, on a posé x égale blablabla, on a résolu, on a bidouillé le truc et on arrive à x égale 3, on est content. Maintenant, si je dis 3 égale x, ça n'a plus de sens. En essayant de renverser l'inconnu de l'autre côté de l'équation, tout en conservant son caractère d'inconnu, l'équation perd toute signification parce que on a une grandeur 3 et on dit cette grandeur devient inconnue. Ce qui ne marche pas, en fait. Voilà. Moi, ça m'a aidé de réfléchir comme ça. Si ce n'est pas votre cas, c'est problématique, je ne développerai pas plus. Et je reprends. La forme relative de la valeur. Petit a, contenu de cette forme. Pour trouver comment l'expression simple de la valeur d'une marchandise est contenue dans le rapport de valeur de deux marchandises, il faut d'abord l'examiner, abstraction faite de son côté quantitatif. C'est le contraire qu'on fait en général en envisageant dans le rapport de valeur exclusivement la proportion dans laquelle des quantités déterminées de deux sortes de marchandises sont dites égales entre elles. On oublie que des choses différentes ne peuvent être comparées quantitativement qu'après avoir été ramenées à la même unité. Alors seulement, elles ont le même dénominateur et deviennent commensurables. Que 20 mètres de toile égale un habit ou
égale 20 ou x habits, pardon, excusez, je crois qu'il y a une erreur de texte. Bref, c'est-à-dire qu'une quantité donnée de toile vaille plus ou moins d'habits, une proportion de ce genre implique toujours que l'habit et la toile, comme grandeur de valeur, sont des expressions de la même unité. Toile égale habit. Voilà le fondement de l'équation. Mais les deux marchandises dont la qualité égale, l'essence identique est ainsi affirmée, n'y jouent pas le même rôle. Ce n'est que la valeur de la toile qui s'y trouve exprimée. Et comment ? En la comparant à une marchandise d'une espèce différente. L'habit comme son équivalent, c'est-à-dire une chose qui peut la remplacer ou est échangeable avec elle. Il est d'abord évident que l'habit entre dans ce rapport exclusivement comme forme d'existence de la valeur, car ce n'est qu'en exprimant de la valeur qu'il peut figurer comme valeur vis-à-vis d'une autre marchandise. De l'autre côté, le propre valoir de la toile se montre ici ou acquiert une expression distincte. En effet, la valeur habit pourrait-elle être mise en équation avec la toile ou lui servir d'équivalent si celle-ci n'était pas elle-même valeur ? Empruntons une analogie à la chimie. L'acide butyrique et le formiate de propyle sont deux corps qui diffèrent d'apparence aussi bien que de qualités physiques et chimiques. Néanmoins, ils contiennent les mêmes éléments, carbone, hydrogène et oxygène. En outre, ils les contiennent dans la même proportion de C4H8O2. Maintenant, si l'on mettait le formiate de propyle en équation avec l'acide butyrique, ou si l'on en faisait l'équivalent, le formiate de propyle ne figurerait dans ce rapport que comme forme d'existence de C4H8O2, c'est-à-dire de la substance qui lui est commune avec l'acide. Une équation où le formiate de propyle jouerait le rôle d'équivalent de l'acide butyrique serait donc une manière un peu gauche d'exprimer la substance de l'acide comme quelque chose de tout à fait distinct de sa forme corporelle. Si nous disons, en tant que valeur, toutes les marchandises ne sont que du travail humain cristallisé, nous les ramenons par notre analyse à l'abstraction valeur. Mais avant comme après, elles ne possèdent qu'une seule forme, leur forme naturelle d'objets utiles. Il en est tout autrement, dès qu'une marchandise est mise en rapport de valeur avec une autre marchandise. Dès ce moment, son caractère de valeur ressort et s'affirme comme sa propriété inhérente qui détermine sa relation avec l'autre marchandise. L'habit étant posé l'équivalent de la toile, le travail contenu dans l'habit est affirmé être identique avec le travail contenu dans la toile. Il est vrai que la taille se distingue du tissage, mais son équation avec le tissage la ramène par le fait à ce qu'elle a de réellement commun avec lui, à son caractère de travail humain. C'est une manière détournée d'exprimer que le tissage, en tant qu'il tisse de la valeur, ne se distingue en rien de la taille des vêtements, c'est-à-dire est du travail humain abstrait. Cette équation exprime donc le caractère spécifique du travail qui constitue la valeur de la toile. Il ne suffit pas cependant d'exprimer le caractère spécifique du travail qui fait la valeur de la toile. La force de travail de l'homme à l'état fluide, où le travail humain forme bien de la valeur, mais n'est pas valeur. Il ne devient valeur qu'à l'état coagulé, sous la forme d'un objet. Ainsi, les conditions qu'il faut remplir pour exprimer la valeur de la toile paraissent se contredire elles-mêmes. D'un côté, il faut la représenter comme une pure condensation du travail humain abstrait, car en tant que valeur, la marchandise n'a pas d'autre réalité. En même temps, cette condensation doit revêtir la forme d'un objet visiblement distinct de la toile elle-même, et qui, tout en lui appartenant, lui soit commune avec une autre marchandise. Ce problème est déjà résolu. En effet, nous avons vu que dès qu'il est posé comme équivalent, l'habit n'a plus besoin de passeport pour constater son caractère de valeur. Dans ce rôle, sa propre forme d'existence devient une forme d'existence de la valeur. Cependant, l'habit, le corps de la marchandise habit, n'est qu'une simple valeur d'usage. Un habit exprime aussi peu de valeur que le premier morceau de toile venu. Eh bien, cela prouve tout simplement que, dans le rapport de valeur de la toile, il signifie plus qu'en dehors de ce rapport. De même que maint personnage important dans un costume galonné devient tout à fait insignifiant si les galons lui manquent. Flotte.
Je sais plus ce que j'avais sur les diapos qui viennent. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui. Euh, Pour moi, cette partie du texte est encore assez claire. Je voulais... Nous non plus. Bien. C'est fort bien. Tu m'envoies ravi. Je voulais juste apporter un tout petit point d'étymologie. Donc, bon, on a vu que dans notre équation, il y a un pôle actif, un pôle passif, une marchandise qui exprime sa valeur et une autre qui sert de matière à cette expression. Déjà, petite remarque, euh, une marchandise exprime sa valeur. C'est-à-dire que la marchandise a des trucs à dire. Vous pourrez relever plein de passages dans le texte où Marx fait des marchandises comme les personnages d'une pièce de théâtre, d'un roman. Enfin, il les humanise. Il y a énormément d'expressions qu'il emploie où les marchandises deviennent quasiment elles-mêmes des sujets, en fait. Pour moi, tel que je le comprends, c'est une manière qu'a Marx de nous faire voir, avant même de l'avoir démontré, qu'il y a une mystification dans l'économie capitaliste. Mais ça, c'est ce qu'on va voir après. Quoi qu'il en soit, je voulais revenir sur le terme exprimer. Exprimer, du latin exprimere, qui veut dire faire sortir en pressant. Une marchandise exprime sa valeur dans le corps d'une autre marchandise. Pour moi, il y a quelque chose d'imagé là-dedans, où c'est comme s'il y avait une force qui venait écraser la forme relative pour faire sortir sa valeur et qu'elle se retrouve injectée dans un corps extérieur et qu'au final elle le fasse éclater pour ne le révéler que comme équivalent. Bref, je pense que l'un des trucs les plus importants à garder à l'esprit de ce passage, c'est quand il dit « Cela prouve que dans le rapport de valeur, il signifie plus qu'en dehors de ce rapport ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on a défini comme substance, la valeur d'échange, qui est donc censée être une qualité inhérente aux marchandises, et bah, en réalité, elle ne peut pas se concevoir sans le rapport. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se concevoir dans la marchandise prise isolément. Même si c'est comme ça qu'on a commencé par le faire. Donc, il y a déjà ce qui semble être une contradiction. Est-ce qu'on sera interrogé sur ce passage ? Pas tout de suite. Je pense qu'on fera une interrogation générale à la fin du passage sur la forme de la valeur, qu'on ne va pas terminer aujourd'hui, hein, très clairement. Mais je pense qu'une interro générale, ça peut être assez rigolo. On pourra faire ça sous forme de jeu pour être sûr qu'on a à peu près pigé ce qui nous a été dit. Voilà, et je sais plus où j'en étais, ça n'est pas grave. On arrive au bout de la partie que j'ai eu le temps de à peu près préparer. Il me semble. Hein. Boum, ouais. On arrive au bout, ce qui veut dire, je pourrais éventuellement continuer la lecture, mais il me semble pas mal de faire déjà une première petite interruption pour basculer sur le Discord. Ce qu'on va faire très très prochainement. Donc dans quelques minutes, on se retrouve sur le salon vocal Discord. Je vous laisse le temps de préparer un petit peu vos questions seulement sur le passage qu'on vient de lire. Et je vous dis à tout de suite. Je disais rebonjour, j'avais coupé le micro. Est-ce que vous m'entendez dans le chat ? On va dire que oui.
Oui, vous m'entendez, j'ai pas besoin de votre réponse. De toute façon, je sais que vous m'entendez. Merveilleux. Ok, on est parti sur Discord et on se connecte au salon vocal. Bonjour le salon vocal. Alors pour l'instant, il n'y a personne dessus, mais il va falloir qu'il se connecte. Normalement, on a ELP qui a des trucs à dire dans le vocal, donc s'il peut rejoindre le salon, ce serait vraiment très très chouette de sa part. ELP n'hésite pas, hein, vraiment. Parce que c'est pas que ça me fait pas plaisir de rester là à patienter comme un con, mais... Qu'est-ce qu'il fait le rouillard? Bon, en attendant que ELP arrive à se servir de Discord, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser dans le chat? Je sais pas comment on fait MDR. Ah, alors, sur Discord, tu as plusieurs salons. Tu as le salon Notes Ressources, tu as le salon Accueil, tu as le salon Préparation Contribution, et tu as le salon vocal qui s'appelle Live Twitch. Et tu rejoins ce salon vocal. Alors, de ce que je vois, tu es sur téléphone. L'interface Discord sur téléphone, comment ça marche? Tu fais la petite flèche en haut à gauche quand tu es sur la page du serveur. Et ça te permet d'arriver sur la liste des channels du serveur. Et normalement, tu peux rejoindre le channel Live Twitch. J'ai que notes et accueil. Ah oui, pardon. Oula. c'est totalement ma faute. Il faut que je t'ouvre l'accès au dit channel. Mea culpa. Je suis un gros débile. Là, normalement, c'est bon. Tu devrais avoir accès au live Twitch. Ah, Tinous dit qu'elle a une petite question en attendant. Eh bah, Tinous, nous t'écoutons. Active ton micro et normalement, on devrait t'entendre dans le stream. Bonjour, bonjour. Attendez, déjà, attends, on vérifie. Sur le chat, est-ce que vous entendez la voix de Tinous? Tinous, dis des trucs pour qu'ils entendent ta voix. Désolé hein, pour toutes ces incertitudes techniques, je suis jamais sûr de mon coup. Vous entendez ou pas? Non, on n'entend pas. Ah, sacre bleu. Oh, ça va m'agacer cette affaire. Bah, ouais, continue de dire des trucs, Tina, et peut-être que ça va marcher en attendant. Attends. Ouais, très bien, on va faire ça. Tu vas poser ta question et je vais la répéter comme ça on est sûr que les gens vont l'entendre. Je t'écoute. Alors, ce qu'on va. Alors, donc Tinous demande pourquoi Marx ne parle pas directement de l'argent quand il parle de la forme équivalent. Parce que la forme équivalent. En fait, la méthode de Marx, elle part toujours de la forme la plus simple pour arriver à la forme la plus complexe. Et il te montre qu'il y a un départ qui est simple, ce qu'il appelle vraiment la forme simple de la valeur, c'est-à-dire l'échange X marchandise A égale Y marchandise B. Et il te montre qu'en fait,
La forme équivalent totale, qui vient bien après, hein, qu'on n'a pas encore abordé, c'est un gros développement par rapport à cette forme simple. Et en gros, oui, c'est une question de passage du simple au complexe, quoi. Parce il veut démystifier les choses, et il n'est capable de faire ça qu'en te montrant ce qu'il y a à la racine, en fait. Et il procède vraiment de manière génétique, enfin pas au sens des gènes biologiques, hein, mais génétique au sens de la genèse. Il te montre comment, à partir d'une forme simple, il y a un développement logique qui permet d'aboutir à, bah, là, pour le coup, la forme monnaie. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est assez clair comme réponse? Tinous, est-ce que tu m'entends? Ah, elle a dit impec. Ok, super. Et bah, ça fait plaisir. On doit être prêt à écouter la question de ELP. Alors, avant qu'il pose sa question, je vais essayer de résoudre ce problème de son. Qu'est-ce que ça m'agace. euh, Tinous, toi qui es dans le live Twitch, est-ce que tu peux continuer de dire des trucs dans Discord? Comme ça, on voit si j'arrive à régler ce putain de problème de son. Ah oui, je peux continuer à dire les choses. Là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je... Là, j'ai l'impression que ça marche. Les gens, vous venez d'entendre ce que Tina vient de dire là. Le chat. Vous confirmez, Tina dit des trucs. Oui, ok, on entend. Punaise, incroyable. Ce qui veut dire que là, je dois faire le même réglage. Nanana. Audio interne stéréo analogique. Elle s'est entendue. Ok, super. Donc là, en théorie, le son de Discord est retransmis dans le stream. Ce qui veut dire que je suis prêt à prendre la question de ELP. ELP, je vois qu'il est dans le salon live Twitch, mais il a son micro en muted. ELP, tu Oui, unmute. allô, Oui, bonjour allô, ELP. incroyable. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est ta question? Ouais, moi c'était par rapport à l'équation. En gros, il disait 20 mètres de toile égale un habit, et que ça contenait en gros un habit égale 20 mètres de toile, donc le réciproque quoi. Ouais. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'on doit inverser l'équation pour que l'habit retrouve exprime la valeur et la toile devient l'équivalent à sa place. Parce que tu prenais l'exemple de l'équation x égale 3, Mhm. qui est OK, mais effectivement, quand on l'inverse, 3 égale x, c'est plus OK du tout. Ouais. Sauf que dans 20 mètres de toile égale un habit, il n'y a pas d'inconnu. Tu vois, les deux sont connus. Mhm. Je ne vois pas en quoi le fait de l'inverser change. Alors, oui, c'est là que mon exemple trouve sa limite. Ah, Euh, quand je donc bon, en fait, cet exemple, il faut le prendre comme en fait, ça expose un truc, c'est que dans une équation, les deux termes ont des fonctions différentes. Des fonctions au sens de fonctions pour nous, au sens qu'ils remplissent pas le même office pour le sujet qui les utilise. Tu vois. Euh, ça veut juste dire ça. Ça veut juste dire que de part et d'autre de l'équation, il y a une fonction différente. Tu pourrais effectivement renverser ton équation x égale 3 et dire, bah voilà, genre x, l'inconnu, c'est 3, et de l'autre côté, tu mets autre chose. Par exemple, tu fais, je sais pas, x égale 2y plus 5. Tu vois, et x vaudrait toujours 3. Euh, En l'occurrence, tu rechercherais encore l'inconnu x. C'est juste que de l'autre côté, tu aurais un autre terme avec une inconnue y. ouais, Je sais, ok. je sais pas si c'est à peu près clair. Un peu plus.
Voilà, c'est limpide, hein, honnêtement. enfin, ce que je veux dire, c'est que la forme valeur et la forme équivalent, là, Marx, il fait une distinction qui est vraiment une distinction logique, tu vois, c'est pas une distinction empirique, en fait. Euh, genre, comment dire il faut se représenter ça du point de vue du mec qui va échanger la valeur. Enfin, qui va échanger la marchandise, pardon. Celui qui possède la marchandise qu'il va échanger, euh, il constate que bah voilà, la marchandise qu'il possède peut être échangée avec une autre, et donc il constate que sa marchandise à lui, elle a une forme de valeur relative, et que celle d'en face, elle a une forme d'équivalent. Maintenant, si le sujet, ça devient l'autre, et bah c'est l'autre marchandise qui prend la forme de valeur relative. C'est vraiment une question d'angle de vue, c'est une question où tu places ta caméra en fait. Mm. Ah, ok, j'ai pigé. Ouais, il faut rentrer dans la logique marchande, quoi. La logique d'échange. Oui, oui, complètement. Oui. C'est ça, c'est la logique de l'échange. Ouais. Le chat, est-ce que c'était à peu près clair cet échange? Bon, en tout cas, ELP, on te dit d'arrêter de crier dans ton micro, mais c'est de ma faute, hein. C'est parce que j'ai pas bien réglé le mélangeur. Alors, dans le chat, nous avons notre ami Tinatinus qui dit: j'ai demandé à DeepSeek et c'est intéressant. Imagine deux objets. X égale un jouet et Y égale 5 bonbons. K1, X égale Y, un jouet égale 5 bonbons. X, jouet, est en forme relative. Sa valeur est exprimée à travers les bonbons. Y, bonbon, est en forme équivalente. Ils servent de référence pour dire combien vaut le jouet. Explication, le jouet demande sa valeur et les bonbons répondent. Exact. Oui, c'est tout à fait ce que j'aurais dû dire. Il y en a un qui demande et il y en a un qui répond. Voilà. Ce qui veut bien dire qu'en fait, bah, tel que c'est représenté là, c'est comme si les marchandises elles avaient une âme en fait. Enfin, une âme, ou c'est comme si, oui, comme si c'était des créatures vivantes. Il y en a une qui demande, l'autre qui répond. Ah, la suite de la réponse. Donc pourquoi ce n'est pas la même chose? La position compte. Dans le premier cas, x égale y, le jouet est l'objet principal qu'on évalue. Dans le second cas, ce sont les bonbons qu'on évalue. C'est comme une question et sa réponse. Si tu dis combien vaut mon jouet, 5 bonbons. Si tu dis combien valent mes bonbons, réponse, un jouet. Voilà, et après ça parle de chips, on s'en tape. Bon, je pense que pour ce passage, on est à peu près bon. Je sais pas si dans le Discord, il y a d'autres questions. J'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. C'est trop simple ce passage, peut-on passer à autre chose? Ok, et bah c'est parti, on passe à autre chose, je continue la lecture. Bon, bah ça me rassure à peu près. Tac, 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 tac. On continue. Alors du coup, je vous préviens, hein, pour la suite, j'ai pas préparé de diapo explicatif. Enfin, si, j'en ai préparé, mais je suis pas prêt à vous les présenter. Donc je vous les présenterai pas. Donc, nous en étions là. Et nous continuons. Dans la production de l'habit, de la force humaine a été dépensée en fait sous une forme particulière. Du travail humain est donc accumulé en lui. À ce point de vue, l'habit est porte-valeur, bien qu'il ne laisse pas percer cette qualité à travers la transparence de ses fils, si râpés qu'ils soient. Et, dans le rapport de valeur de la toile, il ne signifie pas autre chose. Malgré son extérieur si bien boutonné, la toile a reconnu en lui une âme sœur pleine de valeur. C'est le côté platonique de l'affaire. En réalité, l'habit ne peut point représenter dans ses relations extérieures la valeur sans que la valeur prenne en même temps l'aspect d'un habit.
C'est ainsi que le particulier A ne saurait représenter pour l'individu B une majesté, sans que la majesté, aux yeux de B, revête immédiatement et la figure et le corps de A. C'est pour cela probablement qu'elle change avec chaque nouveau père du peuple de visage, de cheveux et de mainte autre chose. Le rapport qui fait de l'habit l'équivalent de la toile métamorphose donc la forme habit en forme valeur de la toile, ou exprime la valeur de la toile dans la valeur d'usage de l'habit. En tant que valeur d'usage, la toile est un objet sensiblement différent de l'habit. En tant que valeur, elle est chose égale à l'habit et en a l'aspect. Comme cela est clairement prouvé par l'équivalence de l'habit avec elle. Sa propriété de valoir apparaît dans son égalité avec l'habit, comme la nature moutonnière du chrétien dans sa ressemblance avec l'agneau de Dieu. Comme on le voit, tout ce que l'analyse de la valeur nous avait révélé auparavant, la toile elle-même le dit, dès qu'elle entre en société avec une autre marchandise, l'habit. Seulement, elle ne trahit ses pensées que dans le langage qui lui est familier, le langage des marchandises. Pour exprimer que sa valeur vient du travail humain, dans sa propriété abstraite, elle dit que l'habit en tant qu'il vaut autant qu'elle, c'est-à-dire est valeur, se compose du même travail qu'elle-même. Pour exprimer que sa réalité sublime comme valeur est distincte de son corps raide et filamenteux, elle dit que la valeur a l'aspect d'un habit, et que par conséquent, elle-même, comme chose valable, ressemble à l'habit, comme un œuf à un autre. Remarquons en passant que la langue des marchandises possède, outre l'hébreu, beaucoup d'autres dialectes et patois plus ou moins corrects. Le mot allemand Verstein, par exemple, exprime moins nettement que le verbe roman valérer, valère, et le français valoir, que l'affirmation de l'équivalence de la marchandise B avec la marchandise A est l'expression propre de la valeur de cette dernière. Paris vaut bien une messe. En vertu du rapport de valeur, la forme naturelle de la marchandise B devient la forme de valeur de la marchandise A. Ou bien, le corps de B devient pour A le miroir de sa valeur. La valeur de la marchandise A, ainsi exprimée dans la valeur d'usage de la marchandise B, acquiert la forme de valeur relative. La forme relative de la valeur. Petit b, détermination quantitative de la valeur relative. Toute marchandise dont la valeur doit être exprimée est un certain quantum d'une chose utile. Par exemple, 15 boisseaux de froment, 100 livres de café, etc., qui contient un quantum déterminé de travail. La forme de la valeur a donc à exprimer non seulement de la valeur en général, mais une valeur d'une certaine grandeur. Dans le rapport de valeur de la marchandise A avec la marchandise B, non seulement la marchandise B est déclarée égale à A au point de vue de la qualité, mais encore un certain quantum de B équivaut au quantum donné de A. L'équation 20 mètres de toile égale un habit, ou 20 mètres de toile valent un habit, suppose que les deux marchandises coûtent autant de travail l'une que l'autre, ou se produisent dans le même temps. Mais ce temps varie pour chacune d'elles, avec chaque variation de la force productive du travail qui la crée. Examinons maintenant l'influence de ces variations sur l'expression relative de la grandeur de valeur. Que la valeur de la toile change pendant que la valeur de l'habit reste constante, le temps de travail nécessaire à sa production double-t-il, par suite, je suppose, d'un moindre rendement du sol qui fournit le lin, alors sa valeur double. Au lieu de 20 mètres de toile égale un habit, nous aurions 20 mètres de toile égale 2 habits, parce que un habit contient maintenant moitié moins de travail. Le temps nécessaire à la production de la toile diminue-t-il au contraire de moitié par suite d'un perfectionnement apporté au métier à tisser? Sa valeur diminue dans la même proportion. Dès lors, 20 mètres de toile égale un demi-habit. La valeur relative de la marchandise A, c'est-à-dire sa valeur exprimée dans la marchandise B, hausse ou baisse par conséquent en raison directe de la valeur de la marchandise A si celle de la marchandise B reste constante. Deuxième cas, que la valeur de la toile reste constante pendant que la valeur d'un habit varie. Le temps nécessaire à la production de l'habit double-t-il dans ces circonstances? Par suite, je suppose, d'une tonte de laine peu favorable. Au lieu de 20 mètres de toile égale un habit, nous aurions maintenant 20 mètres de toile égale un demi-habit.
La valeur de l'habit tombe-t-elle au contraire de moitié? Alors 20 mètres de toile égale 2 habits. La valeur de la marchandise A demeurant constante, on voit que sa valeur relative exprimée dans la marchandise B hausse ou baisse en raison inverse du changement de valeur de B. Si l'on compare les cas divers compris dans 1 et 2, il est manifeste que le même changement de grandeur de la valeur relative peut résulter de causes tout opposées. Ainsi, l'équation 20 mètres de toile égale 1 habit devient 20 mètres de toile égale 2 habits, soit parce que la valeur de la toile double ou que la valeur des habits diminue de moitié, et 20 mètres de toile égale un demi-habit, soit parce que la valeur de la toile diminue de moitié, ou que la valeur de l'habit devient double. Troisième cas, les quantités de travail nécessaires à la production de la toile et de l'habit changent-elles simultanément, dans le même sens et dans la même proportion? Dans ce cas, 20 mètres de toile égale un habit comme auparavant, quel que soit leur changement de valeur. On découvre ces changements par comparaison avec une troisième marchandise dont la valeur reste la même. Si les valeurs de toutes les marchandises augmentaient ou diminuaient simultanément et dans la même proportion, leur valeur relative n'éprouverait aucune variation. Leur changement réel de valeur se reconnaîtrait à ce que, dans un même temps de travail, il serait maintenant livré en général une quantité de marchandises plus ou moins grande qu'auparavant. Quatrième cas, les temps de travail nécessaires à la production de la toile et de l'habit ainsi que leur valeur, peuvent simultanément changer dans le même sens, mais à un degré différent, ou dans un sens opposé, etc. etc. L'influence de toute combinaison possible de ce genre sur la valeur relative d'une marchandise se calcule facilement par l'emploi des cas 1, 2 et 3. Les changements réels dans la grandeur de la valeur ne se reflètent point, comme on le voit, ni clairement ni complètement dans leur expression relative. La valeur relative d'une marchandise peut bien rester. La valeur relative d'une marchandise peut changer, bien que sa valeur reste constante. Elle peut rester constante, bien que sa valeur change. Et enfin, des changements dans la quantité de valeur et dans son expression relative peuvent être simultanés sans correspondre exactement. Petite pause. Très important, ce qu'il nous dit là. Il distingue bien qu'il y a une forme de la valeur qui est différente de sa substance. On a dit que voilà, la substance de la valeur, c'est le temps de travail socialement nécessaire à la production de la marchandise. Et il montre que dès qu'on met notre marchandise dans un rapport d'échange qui lui donne une forme relative, eh bien sa valeur relative peut être transformée sans que sa valeur ne varie, et inversement. Ce qui veut dire, encore une fois, qu'il y a une espèce de décorrélation dans les ordres de grandeur, un peu comme ce qu'on avait vu avant, quand on avait parlé de la force productive du travail, qui permet de livrer plus ou moins de richesse pour une même valeur d'échange. Voilà. Et après, on passe à la forme équivalente et ses particularités. Je bois de la flotte. Je vous demande si vous avez des questions, ce qui me fait une bonne raison de prendre une petite pause moi-même. Merde, il y a une vraie question. En lisant ce chapitre, j'ai eu l'impression que Marx, en donnant la parole aux marchandises, cherche en réalité à donner une voix à ceux qui les fabriquent. En comparant une toile raide à un habit bien boutonné, cherche-t-il à montrer que l'ouvrier peut être égal à son patron? Alors, il y a quelque chose de juste là-dedans, dans le sens où on n'y est pas encore, hein, mais il y a un moment, Marx il va nous parler d'exploitation. Je parle sous le contrôle des marxistes plus expérimentés que moi, mais oui, la mission qu'il se donne, c'est aussi effectivement de donner à la classe ouvrière une conscience claire, objective de ses intérêts. Donc en un certain sens, de leur donner une voix, de donner une forme scientifique d'expression à cette classe ouvrière.
Et oui, Marx avance tout le temps des images qui sont issues de la lutte des classes bien réelle, quoi. La toile raide, l'habit bien boutonné. Il y a évidemment énormément de passages de Marx où il fait comme ça un peu dans la boutade. Il nous dit, voilà, il y a quand même un arrière-plan historique qui est assez violent. Alors, cherche-t-il à montrer que l'ouvrier peut être égal à son patron? Là, c'est pas le sujet. Là, c'est pas le sujet du tout. Ça, ce serait une manière, on va dire, moraliste d'envisager la question. Euh, Il y a il y a un vrai enjeu. Si on se limite à ce qu'on est en train d'étudier, hein, vraiment la valeur, l'échange marchand et tout, il y a l'enjeu de l'égalité, c'est l'échange marchand. Voilà. C'est l'équivalence entre marchandises. Il y a échange parce qu'il y a égalité de substance. L'égalité entre l'ouvrier et le patron, si tu veux, c'est quelque chose qui viendra largement après, si même on y vient. Donc là, en tout cas, c'est pas le propos. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Et avant de continuer la lecture, quelle heure est-il là? 19h37. Donnez-moi 2 secondes. Je regarde ce qu'on a encore à lire. C'est vrai que je pourrais pas mal dérouler. Hein. Je fais quoi? J'enchaîne jusqu'à la fin de la forme équivalent, peut-être. On va dire que je fais ça. Bon, je fais ça alors. Voilà. Ok, je fais ça. Super. Et ben de rien. Petit 3. La forme équivalent et ses particularités. On l'a déjà vu. En même temps qu'une marchandise A, la toile... Alors pardon, excusez-moi. Est-ce que ça vous va si je lis vite? Mais genre vraiment vite. En essayant de garder un truc compréhensible. Mais parce que... Bon, l'idée c'est quand même d'aller... Non, bon je lis bien. Ok, d'accord. Merde. On l'a déjà vu. En même temps qu'une marchandise A, la toile, exprime sa valeur dans la valeur d'usage d'une marchandise différente, B, l'habit, elle imprime à cette dernière une forme particulière de valeur, celle d'équivalent. La toile manifeste son propre caractère de valeur par un rapport dans lequel une autre marchandise, l'habit, tel qu'il est dans sa forme naturelle, lui fait équation. Elle exprime donc qu'elle-même vaut quelque chose, par ce fait qu'une autre marchandise, l'habit, est immédiatement échangeable avec elle. En tant que valeur, toutes les marchandises sont des expressions égales d'une même unité, le travail humain remplaçable les unes par les autres. Une marchandise est par conséquent échangeable avec une autre marchandise dès qu'elle possède une forme qui la fait apparaître comme valeur. Une marchandise est immédiatement échangeable avec tout autre dont elle est l'équivalent, c'est-à-dire la place qu'elle occupe dans le rapport de valeur fait de sa forme naturelle la forme valeur de l'autre marchandise. Elle n'a pas besoin de revêtir une forme différente de sa forme naturelle pour se manifester comme valeur à l'autre marchandise, pour valoir comme telle et par conséquent pour être échangeable avec elle. La forme équivalent est donc pour une marchandise la forme sous laquelle elle est immédiatement échangeable avec une autre. Quand une marchandise, comme des habits par exemple, sert d'équivalent à une autre marchandise, telle que la toile, et acquiert ainsi la propriété caractéristique d'être immédiatement échangeable avec celle-ci, la proportion n'est pas le moins du monde donné dans laquelle cet échange peut s'effectuer. Comme la quantité de valeur de la toile est donnée, cela dépendra de la quantité de valeur des habits. Que dans le rapport de valeur, l'habit figure comme équivalent
et la toile comme valeur relative, ou que ce soit l'inverse, la proportion dans laquelle se fait l'échange reste la même. La quantité de valeur respective des deux marchandises, mesurée par la durée comparative du travail nécessaire à leur production, est, par conséquent, une détermination tout à fait indépendante de la forme de valeur. C'est une répétition, pardon. La marchandise dont la valeur se trouve sous la forme relative est toujours exprimée comme quantité de valeur, tandis qu'au contraire, il n'en est jamais ainsi de l'équivalent, qui figure toujours dans l'équation comme simple quantité d'une chose utile. 40 mètres de toile, par exemple, valent quoi ? 2 habits. La marchandise habit jouant ici le rôle d'équivalent, donnant ainsi un corps à la valeur de la toile, il suffit d'un certain quantum d'habits pour exprimer le quantum de valeur qui appartient à la toile. Donc, 2 habits peuvent exprimer la quantité de valeur de 40 mètres de toile, mais non la leur propre. L'observation superficielle de ce fait que, dans l'équation de la valeur, l'équivalent ne figure jamais que comme simple quantum d'un objet d'utilité, a induit en erreur Bailey ainsi que beaucoup d'économistes avant et après lui. Ils n'ont vu dans l'expression de la valeur qu'un rapport de quantité. Or, sous la forme équivalent, une marchandise figure comme simple quantité d'une matière quelconque, précisément parce que la quantité de sa valeur n'est pas exprimée. Les contradictions que renferme la forme équivalent exigent maintenant un examen plus approfondi de ses particularités. Première particularité de la forme équivalent, la valeur d'usage devient la forme de manifestation de son contraire, la valeur. La forme naturelle des marchandises devient leur forme de valeur. Mais en fait, ce quiproquo n'a lieu pour une marchandise B, habits, froment, fer, etc., que dans les limites du rapport de valeur dans lequel une autre marchandise A entre avec elle, et seulement dans ces limites. Considéré isolément, l'habit, par exemple, n'est qu'un objet d'utilité, une valeur d'usage, absolument comme la toile. Sa forme n'est que la forme naturelle d'un genre particulier de marchandise. Mais comme aucune marchandise ne peut se rapporter à elle-même comme équivalent, ni faire de sa forme naturelle la forme de sa propre valeur, elle doit nécessairement prendre pour équivalent une autre marchandise dont la valeur d'usage lui sert ainsi de forme-valeur. Une mesure appliquée aux marchandises en tant que matière, c'est-à-dire en tant que valeur d'usage, va nous servir d'exemple pour mettre ce qui précède directement sous les yeux du lecteur. Un pain de sucre, puisqu'il est un corps, est pesant, et par conséquent a du poids. Mais il est impossible de voir ou de sentir ce poids rien qu'à l'apparence. Nous prenons maintenant divers morceaux de fer de poids connus. La forme matérielle du fer, considérée en elle-même, est aussi peu une forme de manifestation de la pesanteur que celle du pain de sucre. Cependant, pour exprimer que ce dernier est pesant, nous le plaçons en un rapport de poids avec le fer. Dans ce rapport, le fer est considéré comme un corps qui ne représente rien que de la pesanteur. Des quantités de fer employées pour mesurer le poids du sucre représentent donc vis-à-vis de la matière sucre une simple forme, la forme sous laquelle la pesanteur se manifeste. Le fer ne peut jouer ce rôle qu'autant que le sucre, ou n'importe quel autre corps dont le poids doit être trouvé, est mis en rapport avec lui à ce point de vue. Si les deux objets n'étaient pas pesants, aucun rapport de cette espèce ne serait possible entre eux, et l'un ne pourrait point servir d'expression à la pesanteur de l'autre. Jetons-les tous deux dans la balance, et nous voyons en fait qu'ils sont la même chose comme pesanteur, et que, par conséquent, dans une certaine proportion, ils sont aussi du même poids. De même que le corps fer, comme mesure de poids vis-à-vis du pain de sucre, ne représente que pesanteur, de même, dans notre expression de valeur, le corps habit vis-à-vis de la toile ne représente que valeur. Ici, cependant, cesse l'analogie. Dans l'expression de poids du pain de sucre, le fer représente une qualité naturelle commune aux deux corps, leur pesanteur. Tandis que dans l'expression de valeur de la toile, le corps habit représente une qualité surnaturelle des deux objets, leur valeur, un caractère d'empreinte purement sociale.
Du moment que la forme relative exprime la valeur d'une marchandise de la toile, par exemple, comme quelque chose de complètement différent de son corps lui-même et de ses propriétés, comme quelque chose qui ressemble à un habit, par exemple, elle fait entendre que sous cette expression, un rapport social est caché. C'est l'inverse qui a lieu avec la forme équivalente. Elle consiste précisément en ce que le corps d'une marchandise, un habit par exemple, en ce que cette chose telle qu'elle exprime de la valeur, et par conséquent possède naturellement forme de valeur. Il est vrai que cela n'est juste qu'autant qu'une autre marchandise, comme la toile, se rapporte à elle comme équivalent. Mais de même que les propriétés matérielles d'une chose ne font que se confirmer dans ses rapports extérieurs avec d'autres choses au lieu d'en découler, de même l'habit semble tirer de la nature et non du rapport de valeur de la toile sa forme équivalente, sa propriété d'être immédiatement échangeable, au même titre que sa propriété d'être pesant ou de tenir chaud. De là le côté énigmatique de l'équivalent, côté qui ne frappe les yeux de l'économiste bourgeois que lorsque cette forme se montre à lui tout achevée, dans la monnaie. Pour dissiper ce caractère mystique de l'argent et de l'or, il cherche ensuite à les remplacer sournoisement par des marchandises moins éblouissantes. Il fait et refait avec un plaisir toujours nouveau le catalogue de tous les articles qui, dans leur temps, ont joué le rôle d'équivalent. Il ne pressent pas que l'expression la plus simple de la valeur, telle que 20 mètres de toile valent un habit, contient déjà l'énigme, et que c'est sous cette forme simple qu'il doit chercher à la résoudre. Est-ce qu'on a des questions? J'espère. Parce que... Non, cela dit, ça va, il reste pas énorme à lire avant d'avoir terminé la partie sur les spécificités de la forme équivalente. Mais déjà, est-ce que vous avez des questions sur ce passage dans le chat ou sur Discord? Petit sondage. Non, pas de questions, juste des blagues nulles. Ok. Petit sondage, parce que, bon, là, ça va, on n'est pas non plus odieusement nombreux. Vous voyez continuer jusqu'à quelle heure à peu près? Je suis un peu perdu, j'ai l'impression il répète la même chose. Ah! Ça, c'est très intéressant comme remarque. Est-ce que d'autres ont le même sentiment? Oui, c'est le cas, nous dit Anne Inédite. Hmm. J'étais sûr que ce genre de commentaire allait survenir. Et c'est pour ça que j'étais un peu frileux à l'idée de continuer le texte. Parce que il y a une part de redite, effectivement. Mais quand on arrive et quand on fait le résumé en fait, de tout ce passage sur les particularités de la forme équivalent, si on fait un bilan, on voit quand même qu'il y a des nouveaux développements logiques. Sinon, ils ne seraient pas embêtés à faire tout un paragraphe là-dessus. Oui, il y a certaines redites qui sont là pour qu'on ait à l'esprit ce qui est nécessaire à la suite de la démonstration, mais il y a aussi des éléments nouveaux. Et c'est pour ça que je voulais prendre le temps de vraiment faire une présentation bien détaillée pour distinguer ceux qui relèvent de la redite de ceux qui relèvent du développement logique nouveau. Ce qu'on peut faire, c'est que déjà, on va clarifier tout ça, mais déjà, dites-moi jusqu'à quelle heure vous êtes dispo. Il me semble que Tina Tinous, c'était jusqu'à environ 20h. Les autres, dites dans le chat, parce que ça va déterminer jusqu'où on va pouvoir continuer. On se casse. Ok. Jusqu'à 20h ici aussi. Très bien.
Dans ce cas, on n'aura pas le temps de vraiment bien faire le tri entre ce qui est de la redite et ce qui est nouveau. Je vais lire jusqu'à la fin du passage sur l'équivalent, et à la prochaine séance, on reprendra ce passage. Autant vous dire que la section sur la forme de la valeur, on va y passer minimum, je pense au moins 3 épisodes en tout. Est-ce qu'on peut dans ce cas-là revenir sur le faire et pesanteur et comprendre les nouveaux éléments ? Dans l'épisode suivant ou dans celui-là ? Dans celui-là, on n'aura pas le temps. Dans celui-là, moi, je termine la lecture et c'est marre, tout le monde va dormir. Dans le prochain, on essaye de revenir sur un maximum de trucs qu'on n'a pas eu le temps d'expliciter aujourd'hui. Et normalement, j'aurai une ou deux sources à vous présenter là-dessus. Dont une que j'ai publiée dans le Discord déjà. Bref, je continue la lecture. Puisque apparemment vous voulez m'achever. C'est parti. Un peu de flotte. Deuxième particularité de la forme équivalent. Le travail concret devient la forme de manifestation de son contraire, le travail humain abstrait. Dans l'expression de la valeur d'une marchandise, le corps de l'équivalent figure toujours comme matérialisation du travail humain abstrait et est toujours le produit d'un travail particulier, concret et utile. Ce travail concret ne sert donc ici qu'à exprimer du travail abstrait. Un habit, par exemple, est-il une simple réalisation ? L'activité du tailleur qui se réalise en lui n'est aussi qu'une simple forme de réalisation du travail abstrait. Quand on exprime la valeur de la toile dans l'habit, l'utilité du travail du tailleur ne consiste pas en ce qu'il fait des habits, et selon le proverbe allemand, des hommes, mais en ce qu'il produit un corps, transparent de valeur, échantillon d'un travail qui ne se distingue en rien du travail réalisé dans la valeur de la toile. Pour pouvoir s'incorporer dans un tel miroir de valeur, il faut que le travail du tailleur ne reflète lui-même rien que sa propriété de travail humain. Les deux formes d'activité productive, tissage et confection de vêtements, exigent une dépense de force humaine. Toutes deux possèdent donc la propriété commune d'être du travail humain, et dans certains cas, comme par exemple lorsqu'il s'agit de la production de valeur, on ne doit les considérer qu'à ce point de vue. Il n'y a là rien de mystérieux. Mais dans l'expression de valeur de la marchandise, la chose est prise au rebours. Pour exprimer, par exemple, que le tissage, non pris comme tel, mais en sa qualité de travail humain en général, forme la valeur de la toile, on lui oppose un autre travail, celui qui produit l'habit, l'équivalent de la toile, comme la forme expresse sous laquelle le travail humain se manifeste. Le travail du tailleur est ainsi métamorphosé en simple expression de sa propre qualité abstraite. Troisième particularité de la forme équivalent, le travail concret qui produit l'équivalent, dans notre exemple celui du tailleur, en servant simplement d'expression au travail humain indistinct, possède la forme de l'égalité avec un autre travail, celui que recèle la toile, et devient ainsi, quoique travail privé, comme tout autre travail productif de marchandises, travail sous forme sociale immédiate. C'est pourquoi il se réalise par un produit qui est immédiatement échangeable avec une autre marchandise. Les deux particularités de la forme équivalent, examinées en dernier lieu, deviennent encore plus faciles à saisir si nous remontons au grand penseur qui a analysé le premier la forme-valeur, ainsi que tant d'autres formes, soit de la pensée, soit de la société, soit de la nature. Nous avons nommé Aristote. D'abord, Aristote exprime clairement que la forme argent de la marchandise n'est que l'aspect développé de la forme valeur simple, c'est-à-dire de l'expression de la valeur d'une marchandise dans une autre marchandise quelconque. Car il dit « 5 lits égale une maison » ne diffère pas de 5 lits égale tant et tant d'argent. Il voit de plus que le rapport de valeur que contient cette expression de valeur suppose de son côté que la maison est déclarée égale au lit au point de vue de la qualité, et que ces objets, sensiblement différents, ne pourraient se comparer entre eux comme des grandeurs commensurables sans cette égalité d'essence. L'échange, dit-il, ne peut avoir lieu sans l'égalité, ni l'égalité sans la commensurabilité.
Mais ici, il hésite et renonce à l'analyse de la forme-valeur. Il est, ajoute-t-il, impossible en vérité que des choses si dissemblables soient commensurables entre elles, c'est-à-dire de qualité égale. L'affirmation de leur égalité ne peut être que contraire à la nature des choses. On y a seulement recours pour le besoin pratique. Ainsi, Aristote nous dit lui-même où son analyse vient échouer, contre l'insuffisance de son concept de valeur. Quel est le je ne sais quoi d'égal, c'est-à-dire la substance commune que représente la maison pour le lit dans l'expression de la valeur de ce dernier? Pareille chose, dit Aristote, ne peut en vérité exister. Pourquoi? La maison représente vis-à-vis du lit quelque chose d'égal, en tant qu'elle représente ce qu'il y a de réellement égal dans tous les deux. Quoi donc? Le travail humain. Ce qui empêchait Aristote de lire dans la forme-valeur des marchandises que tous les travaux sont exprimés ici comme travail humain indistinct, et par conséquent égaux, c'est que la société grecque reposait sur le travail des esclaves, et avait pour base naturelle l'inégalité des hommes et de leur force de travail. Le secret de l'expression de la valeur, l'égalité et l'équivalence de tous les travaux, parce que, en tant qu'ils sont du travail humain, ne peut être déchiffré que lorsque l'idée de l'égalité humaine a déjà acquis la ténacité d'un préjugé populaire. Mais cela n'a lieu que dans une société où la forme marchandise est devenue la forme générale des produits du travail, où, par conséquent, le rapport des hommes entre eux comme producteurs et échangistes de marchandises est le rapport social dominant. Ce qui montre le génie d'Aristote, c'est qu'il a découvert dans l'expression de la valeur des marchandises un rapport d'égalité. L'état particulier de la société dans laquelle il vivait l'a seul empêché de trouver quel était le contenu réel de ce rapport. Et nous arrivons à la fin de ce stream. Merci beaucoup pour votre participation, c'était un plaisir. Donc au prochain épisode, nous reviendrons sur les particularités de la forme équivalent. Nous parlerons de matérialisme historique, nous parlerons de plein d'autres trucs, je suppose. En tout cas, on relie le passage sur la forme de la valeur jusqu'à la monnaie. Et si on est un peu curieux, on va étudier le passage sur le fétichisme de la marchandise. Encore merci, bisous bisous et à bientôt.